Dès le bas âge, on nous disait que le domaine, c'était réservé aux hommes. Sous-entendu, ils sont capables plus que nous. Et moi, cette idée de me dire que je ne suis pas capable, ça ne rentrait pas vraiment dans mes principes, dans ma tête. Aussi, je crois que j'avais aussi grandi dans un environnement où on nous encourageait à l'excellence. Quand on dit l'excellence, ce n'est pas seulement les études ou bien autres, non, parce que pour ceux qui sont nés là-bas et grandis là-bas, je crois que vous connaissez le terme abana b'umwigisha. Voilà. Donc, porter cette étiquette, tu devrais, d'une manière ou d'une autre, te distinguer des autres. Si en classe, ça ne passait pas, tu devrais peut-être te distinguer par la propreté, je ne sais pas, mais tu devrais vraiment te distinguer. Donc, tu étais obligé. Sinon, il y avait ce sentiment que tu as toujours quelque chose à prouver. Donc, ça m'a aidé parce que moi, quand tu me donnes un défi, pour moi, je dois le relever parce que je dois te dire, je suis capable et je sais que je suis capable. Te prouver que tu as tort. Donc, je crois que ça aussi, ça a été l'une de mes motivations. Aussi, quand on est orienté détail, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand tu as envie de comprendre le monde qui t'entoure, comment ça marche, comment c'est conçu, comment ça évolue, je crois que le monde des technologies, c'est vraiment une opportunité. Donc, ça a été une opportunité pour moi de combler, donc de suivre mes principes. J'ai trouvé que son parcours ressemble un peu au mien parce que j'ai dit qu'on devrait exceller et Dieu a bien fait les choses. J'ai pu avoir le privilège d'exceller en classe. Et vous savez, à notre époque, quand on avait de bonnes notes à l'exéta, on t'envoyait directement à la médecine. C'était le parcours direct. Donc, moi, on m'a orientée dans la médecine. J'ai fait 3 mois là-bas. Je crois que j'ai fait 2 sessions, bien des trucs comme ça, je ne me rappelle pas. Mais toujours, j'avais cette curiosité. Je me demandais comment est-ce que je vais m'en sortir, comment je vais migrer. Parce que je voyais, ce n'était pas vraiment mon domaine, c'était pas mon truc. Je voulais vraiment être dans le domaine des technologies. Et j'ai eu la chance d'avoir la bourse en Algérie. Et j'ai dit, waouh, il y a Dieu qui vient d'ouvrir la porte devant moi. Donc, j'avais déjà la passion et il y a l'opportunité qui se présente. Donc, c'était clair pour moi. Donc, et arrivé là-bas, j'ai fait les télécoms. Aussi, le choix de télécom, c'était toujours motivé par cette envie de relever le défi. Parce qu'ici, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de télécommunications à l'époque. C'est maintenant que ça commence à se voir, à se connaître. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que dans les filières qu'on nous proposait, il y avait les télécommunications. Toujours, j'ai dit, donc, je dois être là, je dois voir ce qui se passe là, parce qu'au fond, je ne savais pas trop ce qu'il y avait, parce qu'ici, il y avait l'informatique, mais les télécoms, il n'y en avait pas. Donc, j'ai dit, l'informatique, j'ai entendu ça là-bas au pays. Donc, arrivé ici, je dois explorer l'autre partie. Donc, je me suis retrouvée en télécom. Donc, en gros, ma motivation, ça a été de relever ce défi qu'on nous disait que... donc, prouver que nous aussi, on est capable. Je suis aussi passionnée par le numérique. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école secondaire,
On avait, je dirais, desktop, donc une machine à la maison. Et j'aimais toujours aller donc tripoter après l'école. J'aimais aller tripoter, ouvrir, toucher dans un bouton, juste voir qu'est-ce qui va se passer. Et je peux vous dire que j'ai pu apprendre Microsoft Word, Excel, tout ce qui est là, sans aller dans un centre pour apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu avoir cette opportunité de toujours apprendre une application sans demander quelqu'un. Et c'est ce qui m'a aidé aussi, donc, à avoir cette passion du numérique, même si je n'ai pas évolué dans le numérique, de pouvoir comprendre comment développer le produit Sahel Banking dans le système bancaire de la KCB. Parce que le programmeur devait me demander, Kaline, qu'est-ce que tu veux? Et je devrais écrire ce qu'on appelle Customer Journey. Comment ça va commencer? Donc, si le client se présente à la banque, on va ouvrir un compte, quel genre de compte, ce compte sera comment. Donc, pouvoir écrire tout ça et donner un fichier pour lui et être donc capable de, je ne sais pas comment vous programmez, mais d'avoir une idée comment ils vont programmer ça. Mais alors, je dis que ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Et aussi, quand ils ont fini de développer ça, on allait alors tester. Alors, je devais tester avec mes collègues pour comprendre si ce que j'ai demandé, c'est ce qui a été livré. Oui. Et aussi, ce que j'aime aussi avec le numérique, et c'est ce que je dis aussi beaucoup aux jeunes, le numérique évolue beaucoup, mais si tu ne le prends pas avec, une intention positive, tu peux aller dans une voie qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, si tu me demandes, moi, combien de temps je passe sur Twitter, sur Instagram, sur, je ne sais pas, tout ce qui est là, je dirais que c'est programmé. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qui dévie les jeunes. Ça prend tout notre temps. Alors, il y a avantages et des inconvénients. Je dirais alors que pour moi, le numérique, si ce sont des applications que je les télécharge avec intention, qu'est-ce que je vais apprendre? Alors, j'ai aussi beaucoup d'idées. Je peux même peut-être les partager aujourd'hui pour ceux qui sont des développeurs. J'avais une idée parce que j'ai un problème avec... je ne suis pas à l'aise quand je ne sais pas quand mes enfants vont arriver à la maison. Et c'est mon mari toujours qui doit aller prendre mes enfants, même s'il est occupé. Alors je me disais, pourquoi pas, je ne peux pas créer une société qui donne des bus pour les bus scolaires. Mais le défi que je vois, c'est moi qui veux savoir, est-ce que mon enfant est arrivé à la maison? Sans toutefois, je ne sais pas, il y a eu des problèmes ou tout ça, parce que je dirais que je ne suis pas confortable de voir un bus scolaire avec 10 enfants sur une rangée. Alors, je disais que je veux avoir bientôt un programme développé où le parent peut avoir une application dans le téléphone et peut-être quand l'enfant va dans le bus, il y a une carte et l'enfant ou bien même le responsable du bus peut glisser la carte et moi je vois le parcours de mon enfant. Et si le bus doit se garer devant ma porte, je veux voir mon enfant est arrivé à la maison. Je vous dirais que ce business peut être progressif. Alors, pour ceux qui sont programmeurs, je vous donne une idée. Vous pouvez même proposer aux autres. Alors, c'est comme ça que je vois le numérique. Il y a trop d'opportunités dedans. À rejoindre ce domaine, c'est vraiment la curiosité. Comme mes deux consoeurs l'ont mentionné, moi j'ai été orientée vers la biologie, biochimie. Mais à cette époque, ce qui m'a sauvée, c'est qu'à l'Université du Burundi, il y avait beaucoup de grèves. Là, on est dans les années 2008. Oui, 2008-2009. Et ça m'a pris vraiment du courage pour convaincre mon père, parce qu'il était enseignant là-bas. Et bon, il m'a laissé. Après, vraiment, mon parcours n'est pas tout droit.
Après, j'ai essayé de le convaincre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'étais bonne en mathématiques. Je me suis dit, écoute, je vais faire l'économie. Je m'inscris dans une université privée parce que, écoute, je ne pouvais plus aller à l'université du Burundi. Je commence l'économie parce que mes amis, tout le monde allait faire économie. Mais moi, je me dis, c'est la pire année de mon parcours académique parce que j'ai échoué. C'était la première fois dans ma vie que j'ai échoué et j'ai été choquée. Mais aussi, ce qui m'a fait échouer, c'était le manque d'intérêt. En fait, ce n'était pas mon domaine. J'étais là dans la classe, on parlait économie, micro quoi, macro quoi. Je ne me retrouvais pas. Moi, je m'étais dit, si tu connais les mathématiques, tu peux comprendre l'économie. Mais là, et puis on était à 250 dans l'amphithéâtre, donc voilà. Quand j'échoue, j'ai fait une analyse, je me dis non, ça c'est pas mon domaine. Et après, je me rappelle que j'ai toujours été curieuse de tout ce qui est technologie. Oui, comme Madame l'a dit, moi aussi, mes parents étaient enseignants. Mon père, mathématiques, ma mère, elle enseignait le français. Et je me rappelle qu'on aimait voir beaucoup de conversations, des technologies avec mon père. Il avait beaucoup de livres. Et après, à cette époque, là, on est en 2009, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'universités qui offraient un programme informatique. Mais après, je découvre une université qui avait ce programme. Là où j'avais échoué, je ne voulais plus y retourner parce que je me disais, non, ils vont se moquer de moi. Je vois une université ici, quartier asiatique, c'était l'Université Sagesse d'Afrique. C'était la deuxième promotion dans la faculté d'informatique. Là, je rejoins la fac et je ne vous dis pas, j'avais vraiment une passion parce que tous les cours qu'on enseignait, ça me parlait. Il y avait cette curiosité, on avait des devoirs. Quand je rentrais, je devrais faire vraiment et j'ai excellé. Et après, ce qui me porte encore aujourd'hui, c'est la curiosité au fait. Le monde numérique, ça évolue très, très rapidement. Très rapidement. Je ne peux pas vous dire. Moi, je me dis, si je passe une journée sans apprendre quelque chose de nouveau, en fait, je suis en train de plonger. Je ne vais plus me retrouver. Donc, ce qui m'a poussée, c'est cette curiosité. Je me suis fixée comme objectif d'apprendre chaque jour. Depuis la fac, licence, j'ai appris. Mais quand je termine, je découvre que je ne sais rien du tout. Rien du tout. Je conçois mon CV et tout et tout. Et puis, il y avait aussi ce blocage. Moi, j'avais toujours voulu aller étudier à l'étranger, mais je n'avais pas eu cette opportunité parce que plus tard, quand je suis à la deuxième année d'université, je me marie. Donc, j'ai ma première fille, après, ça n'a pas traîné, son petit frère est là. Donc, je ne pouvais plus aller faire mes études à l'étranger. Mais moi, en fait, je conçois une stratégie, c'est comme une business plan. Je me dis, ce domaine, c'est mon domaine, c'est ma passion et je dois percer. Alors, je ne peux plus aller à l'étranger, j'ai une famille ici, mais aussi je vais avoir un boulot. Ce que j'ai vu, c'est que c'était possible grâce aux connaissances. Parce que dans le domaine numérique, on te demande ce que tu sais faire. Et moi, je me suis dit, moi j'ai du temps. Maintenant, je n'ai pas encore de boulot, mais j'ai mon temps, j'ai Internet à la maison. Bon, écoute, des fois, j'allais sur Facebook, me dis non, là, je perds mon temps. Ce que je vais faire, ma stratégie, c'est de me former moi-même. Je ne pourrais pas vous citer combien de cours. Même aujourd'hui, je ne peux pas compter combien de certificats que j'ai. J'ai étudié, j'ai bossé. Et après, il fallait que je montre ce que je sais faire. Vous savez, il y a un professeur à l'université qui m'avait dit, écoute, les informaticiens, ce ne sont pas des gens super intelligents. Vous savez pourquoi? Parce que tout se trouve sur Internet. Tout. N'importe quel problème technique qu'il y a, même si tu veux concevoir une application de A à Z, ça se trouve sur Internet. Toi-même, tu peux le faire. Ça m'a parlé. Donc, je suis à la maison, je n'ai pas de travail.
je me dis, moi, je vais concevoir une petite application. C'est vrai que quand tu termines la fac dans notre domaine, quand tu présentes ton mémoire, tu dois présenter un produit. Donc, une application ou bien quelque chose que tu as conçu concrètement. Ça, je l'ai fait juste pour les études, mais ça ne me parlait pas. Je le faisais comme tous les autres le font. Mais quand je termine et que je suis là, je me dis non, moi, je vais concevoir quelque chose. Je conçois une petite application pour l'école de mes enfants. Ça me fait rire parce que si on me donnait cette application, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai conçue parce que c'était vraiment basique. Mais quand je le présente au directeur, il est vraiment épaté. Et c'est là que je gagne mon premier salaire. À cette époque, c'était en 2016. Je crois qu'il m'a donné 300 000. Ce n'était pas vraiment beaucoup, mais bon, c'était mon premier salaire. Et alors, je vois que, ma stratégie marche. Donc, je continue comme ça. Je rejoins une équipe de camarades d'école qui avaient fondé une société. On était à 3 ou 4. On a commencé alors à développer des applications, on vendait. Et c'est là que je commence à avoir une expérience. Alors là, j'étais vraiment là, lancée. Et maintenant, je sais, si je veux changer, je n'aurai pas vraiment de problème. Je sais que j'ai vraiment bâti mon... Comment dire, je me suis vraiment formée. Je sais que j'ai tous les atouts que les entreprises veulent ou que je peux même me lancer dans l'entrepreneuriat et tout. Pour moi, donc, ça pourrait être difficile donc, de dire ce qui m'a motivé. Je dirais que c'est le plan de Dieu. Et parce que là où l'on vient, donc, on n'avait pas de personnes pour donc, me servir de référence. Moi, donc, dans le secondaire, donc, dans le cycle supérieur, j'avais fait la section normale. Donc, bien que j'étais excellent, j'étais quelquefois le premier, même dans l'exéta, mais je ne savais pas là où je pourrais donc être orienté. Et s'il s'agissait de choisir donc, les filières auxquelles je pourrais choisir, je n'aurais pas même choisi donc, le domaine TIC. Simplement, donc, quelques-uns m'ont poussé à passer le test, donc le concours d'entrée dans la faculté de médecine, parce que moi j'ai fait l'exéta édition 2015, et donc c'était dans les périodes difficiles. Et je pensais qu'avec une note que j'avais reçue, j'allais recevoir aussi la bourse comme les autres, mais vraiment, donc, dans cette période, c'était donc difficile. Et j'ai fait donc le concours donc provenant là-bas donc à l'intérieur du pays, c'était donc difficile. J'ai arrivé à retard donc du déroulement du concours, mais j'ai pu résister. J'étais donc parmi les 120 premiers. S'il s'agissait donc d'être orienté dans les facultés privées donc de médecine, j'allais donc passer là. Mais j'ai pas pu donc y aller parce que je voyais que la médecine n'est pas aussi ma vocation. Par défaut, j'ai été orienté dans la faculté des sciences et de l'ingénieur, donc dans le département d'aménagement et urbanisme. C'est là où j'ai reçu des informations qu'il y a un autre département d'excellence. Pour y accéder, il faut passer un concours. Et j'ai pu passer donc le concours d'entrée dans le département de TIC. Et donc, j'avais confiance que je devrais réussir. Donc, c'est ça. Depuis 2017, je commençais le bac. Et donc, elle terminait en 2020. Et après 2020, je continuais avec le master. Donc, et après. Mais ce que je pourrais dire que c'est une orientation divine, c'est que dans les écoles secondaires, donc dans le lycée là où j'étais, donc je figurais parmi les top manipulateurs des terminaux mobiles, donc ceux qui configurent l'Internet, donc avant 2015, donc plutôt dans les années 2012, donc dans 2011, 2012, c'était donc difficile d'accéder donc sur Internet. Mais j'étais donc parmi donc les 3 personnes qui savent configurer donc les points d'accès, donc APN
le nom, donc, pour donc accéder, c'était aussi très difficile. Donc, j'ai figuré parmi les personnes qui savent télécharger les musiques sur certaines plateformes de téléchargement comme Waptrick. Donc, j'avais cette inspiration. Mais donc, pour le parcours académique, je ne savais pas là où je pourrais m'orienter. Peut-être que c'est Dieu qui avait voulu que sinon, parce que j'avais suivi donc, le domaine d'instituteur donc, pour training teacher. Donc, j'allais choisir aussi l'IPEA, donc l'Institut de pédagogie appliquée. Mais Dieu peut-être a vu donc peut-être mes talents, mes vocations et a pu faciliter. Mais d'une manière ou d'une autre, il a embrassé le domaine de la technologie. Voilà, nous en sommes à Madame Lydie. Pour moi, mon parcours est très rigolo. Premièrement, j'ai fréquenté le lycée du Saint-Esprit, donc j'étais très enjouée lorsque j'ai entendu la jeune fille là. Donc c'est une très bonne chose que GitHub, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas ce genre de programme. Donc on ne pouvait pas s'y intéresser. J'avais fait la scientifique A, maths physique, et en terminant avec mes camarades de classe, ce qui est très rigolo, j'étais en première année à l'université du Lac. Je voulais faire le génie logiciel. Et les premiers cours, vous savez que c'est les maths, le français, ça va. Donc, il y a eu un prof qui est venu avec le langage binaire et j'étais à l'ouest. Et donc, j'ai laissé tomber. J'ai fait une année sabbatique et après, je me suis intéressée au génie civil. Et durant mon parcours, dans la deuxième année, il y a eu un prof de l'informatique. Il est revenu, j'ai dit « my goodness ». Et là, nous avons fait les trucs de programmage, le if, or. Et je ne me suis pas intéressée, j'ai dit « ça là, c'est pas mon truc ». Et par après, mais le prof disait « si vous ne vous intéressez pas à la tech, vous allez vous gourer, vous allez vous n'allez pas réussir. » Et lorsque je me suis lancée dans ma carrière, j'ai très vite compris que la technologie est non pas un outil optionnel, mais un pilier essentiel pour pouvoir construire très vite, durablement. La technologie facilite le travail parce que aussi, nous utilisons des logiciels dernier cri, mais aussi lorsque tu es en train de commander un logiciel, il faut que tu t'intéresses à la technologie, que tu aies quelque chose à savoir. Donc, pour moi, la technologie ouvre des domaines aux femmes dont ces femmes ne croyaient même pas qu'elles pouvaient y être. Comme aussi un exemple, grâce à la technologie, maintenant il y a des femmes chauffeurs des bulldozers. Donc, grâce à la technologie, les domaines masculins ne sont plus très physiques, mais les femmes peuvent y intégrer. Mais c'est ce qui ne peut pas être pour tout le monde. Que tu sois linguiste, que tu sois ingénieur, que tu sois la tech, nous en aurons tous besoin, n'est-ce pas? Comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, je me retrouve dans la tech vraiment comme une poule qui tombe dans l'eau. En fait, moi, vraiment, rien ne me prédestinait à la tech. J'étais celle-là qui... Moi, j'ai eu WhatsApp en 2020. Je suis Madame Papier. Moi, je n'aime pas les outils. En fait, c'est maintenant que j'essaie parce que je suis dans la tech, mais avant, moi, on me reconnaissait avec une tonne de papier. Donc, j'arrive dans la tech un peu à cause du Covid. Comme je dis, moi, je devais retourner chez moi. Je suis camerounaise. Je devais retourner après mes stages en 2020. Mais il y a eu Covid. Donc, les vols étaient bloqués et tout. Et je trouve un post sur Internet.
Oxfin qui ouvrait le département santé pour faire, parce qu'on travaille dans l'inclusion financière et sociale, et dans le volet social pour le développement communautaire, il y a le pilier santé. Alors ça n'existait pas, ils ouvraient le pilier santé et le titre du poste m'a beaucoup intéressée. C'était santé et IT. Et je me suis dit, vu que je n'ai pas où aller, je vais postuler. Mais c'était beaucoup plus dans le sens d'une aventure, d'une blague. Et c'est comme ça que je fais l'interview et je suis retenue. Et j'étais, pour la petite parenthèse, je fais l'interview le jour de mon anniversaire et je suis retenue. Et je me suis dit, un peu comme mon confrère, Monsieur Salvatore, est-ce que ce ne serait pas là le signe du destin? Bon. J'arrive à Oxfin et il n'y avait pas d'équipe IT. Aujourd'hui, il y a une équipe IT, mais avant, il n'y en avait pas. Et je discute avec mon responsable était au niveau international et c'est un ingénieur informatique et qui commence à me parler le langage informatique. Il me demande est-ce que je peux écrire le white paper pour ceux du domaine informatique, le cahier de charge de l'application. C'était une nouvelle application qu'il fallait développer et il faut écrire le cahier de charge. Je me suis demandé white paper c'est quoi? Et j'ai dû chercher et la demoiselle qui a parlé de Scratch, j'ai dû me frotter à ça. J'ai appris à utiliser Sigma que je ne connaissais pas et tout ça. Et aujourd'hui, je suis assez fière de moi. J'ai développé déjà 3 applications, le front-end et tout ce qui est layout à Oxfin sur la nutrition, la santé en général et aussi la santé de la reproduction. Et ces 3 applications sont aujourd'hui utilisées dans l'ancien découpage administratif 11 provinces sur 18 par environ 500 000 ménages. On donne des informations sur les bonnes pratiques nutritionnelles. On donne des informations sur les bonnes pratiques nutritionnelles, la santé en général et aussi on contribue à l'augmentation de la création de la demande en termes de produits et santé de la reproduction. Donc aujourd'hui vraiment je peux dire que je me suis frottée à la tech par curiosité et je suis restée par amour. Surtout au Burundi, bon malheureusement mon expérience de la tech n'est qu'au Burundi pour l'instant, mais en tant que femme, oui il y avait beaucoup de défis parce que déjà, au niveau de la considération, déjà la tech c'était très nouveau. Il n'y avait pas, je sais peut-être maintenant il y a beaucoup d'autres organisations qui font dans la tech, mais vraiment en 2020 on était quelque part un peu les pionniers à Oxfin qui proposaient des services digitaux et qui impliquaient la tech via les tablettes et surtout en milieu rural parce qu'on ne travaille pas à Bujumbura. Comme j'ai dit dans l'ancien découpage c'était 11 provinces. Maintenant convaincre les collaborateurs ou les bailleurs ou les autres organisations, des fois étatiques, que déjà c'est une femme qui se place en face de lui. Et bon, vous allez peut-être m'excuser, mais une femme, elle n'est pas burundaise, elle n'est pas mariée, je n'étais pas considérée. Et de mon apparence, Madame Karine parlait de l'apparence. Moi, de mon apparence, des fois, on peut me donner même 25 ans. Ce qui est très loin du compte. Oui. Donc, il y avait déjà ce défi de l'apparence. Et ensuite, maintenant, quand on allait dans le vif du sujet, une femme qui essaie de convaincre des autorités que aller vers la tech, surtout en milieu rural, c'est possible, c'est faisable. Et c'est déjà fait. Concrètement, on venait leur présenter des chiffres de 500 000 ménages qu'on encadre avec des tablettes, avec des outils digitaux. Maintenant, on voulait aller sur l'axe. Peut-être c'était le fait aussi, c'était l'axe qu'on voulait aborder, qui était la santé, qui reste sensible dans beaucoup de pays parce que ça dépend maintenant des informations qu'on apporte à la communauté via la tech. Mais les défis étaient beaucoup plus, pas dans le milieu professionnel parce que j'ai été bien encadrée, mais de la perception de la place de la femme dans la tech et de convaincre les autorités que voilà, c'est possible et que c'est faisable au Burundi. Je ne peux pas vraiment les appeler des défis parce que je les ai transformés en opportunités pour être crédibles
comme je le disais, lorsque tu es en train d'expliquer à des gens, majoritairement masculins, ils te remettent en question, tes données, mais je veux parler de mon expérience chez Femme Metal Burundi. Femme Metal Burundi est une industrie là où la technologie prend une place très importante avec la traçabilité des fers à béton, les essais sur les fers à béton en utilisant la technologie et tout. Donc, lorsque nous sommes dans les laboratoires, c'est comme si une femme ne peut pas comprendre, alors que ce n'est pas quelque chose de physique. Et tu dois constamment expliquer, ça se passe ici, ça ne se passe pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est, comment dire, des opportunités constantes pour montrer que la femme, elle aussi, elle peut. Et grâce à la technologie, nous pouvons, comment dire, déplacer des montagnes. Moi, je pourrais dire, le défi majeur, ça a été un défi interne, en fait. Me convaincre que je suis capable. Parce que quand j'ai relevé ce défi, comme je pourrais dire les défis secondaires, ça n'a pas vraiment touché. Par exemple, les défis des commentaires, des préjugés, ça ne m'a pas vraiment touché parce que je m'étais déjà convaincue que j'étais capable, j'avais une confiance en moi et une bonne préparation. Quand on arrive dans un domaine majoritairement masculin, la femme, elle a un double effort d'exceller. En fait, tu ne te reposes pas. Quand tu sais que tu es une femme dans ce domaine, tu apprends parce que, en fait, il faudra que, comme Madame Lydie l'a dit, il faudra les épater par l'excellence des compétences. Donc, c'est là, c'est ça. C'est aussi se frayer un chemin, s'approprier cet espace, parce que moi, je ne vous dis pas, la majorité des réunions ou bien des projets sur lesquels je travaille, je suis quasiment la seule femme. Et quand tu n'as pas cette confiance en soi, tu es vraiment envahi par la masse. Donc, tu ne vas plus être remarquable. Donc, je me dis que le défi majeur, c'est vraiment avoir cette pression de pouvoir exceller, de travailler chaque jour. Moi, je sais que la plupart du temps, même à la maison, je suis en train d'apprendre. À la fin de la journée, quand j'ai terminé mon travail, quand je rentre à la maison, parce que quand même, je gère un système assez, assez complexe. Chaque jour, quand un problème se présente, je dois être capable de résoudre ça. Alors, imaginez-vous si ce problème persiste et que je ne suis pas capable. Premièrement, un homme peut aussi affronter ce problème, mais il ne va pas être jugé de la même façon que moi. Donc, j'essaie vraiment d'être à la hauteur, d'apprendre chaque jour, de me développer parce que je sais que je suis une femme et que cet espace ne me sera pas offert gratuitement. Je dois m'imposer par mes compétences. C'est ça le défi majeur. Une femme musulmane, d'abord, comme vous le savez très bien, chez le musulman, nous savons bien que la femme, c'est aujourd'hui, il y a des femmes effectivement qui ont étudié, mais auparavant, ce n'était pas vraiment le cas. Heureusement que nous avons vraiment nos sœurs musulmanes qui sont là, qui sont des leaders. Alors, Madame Karine, avec tout ça, femmes musulmanes dans la tech, auriez-vous aussi des défis que vous avez pu surmonter? Je ne sais pas. Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, j'avais essayé d'écouter aux autres panélistes et je dirais la première que je continue à avoir. Le premier défi que je rencontre, je dirais, tous les jours, c'est la perception de voir que je ne suis pas capable en tant qu'une femme, en tant qu'une musulmane. Alors, le public est habitué à voir que ce sont des hommes qui peuvent diriger un projet ou bien même être responsables d'un département. Alors, que ce soit dans mon milieu au travail ou bien même en dehors du travail, j'ai toujours ce défi de perception. Je me rappelle quand on a lancé ce produit,
j'ai reçu des clients à la banque, au siège. Ils voulaient avoir des informations sur le produit. J'ai expliqué, et à la fin, un des clients m'a dit, j'ai une dernière question. Moi, j'étais curieuse d'entendre c'est quoi cette question. Et il m'a dit, je veux juste savoir, pourquoi vous? Et moi, j'ai dit, moi quoi? Pourquoi c'est vous? Vos femmes. Oui, moi, Karine, qui a été donnée cette responsabilité de développer ce produit ou bien même d'être responsable. Et moi, je me suis dit, donc, tu as quitté la maison pour venir ici pour savoir pourquoi moi, Karine. Donc, in my mind. C'était quelque part frustrant. Alors, j'ai juste répondu, parce que je suis capable, parce que j'ai étudié ça, c'est ce que j'ai fait à l'université, et parce que j'ai soif de contribuer au développement de la communauté musulmane au Burundi. Seulement. Merci beaucoup. Alors, d'autres défis aussi, c'est quand je vais dans des bureaux publics ou bien même n'importe quel bureau. Je parle avec quelqu'un au téléphone, oui, c'est moi, c'est Karine, tout ça. OK, on fixe le rendez-vous. Et quand j'apparais, je dis, c'est Madame Karine, on a parlé au téléphone. Karine, toi. Et moi, chaque fois, je me demande, OK, tu t'attendais à voir qui? Quelle apparence que tu voulais voir? Donc, je ne suis pas capable de venir en tant que, comme je suis, et capable de venir discuter avec vous ce qu'on va discuter. Alors, ce que ça m'a enseigné, après toutes ces expériences, j'ai pu poursuivre des programmes de leadership. Je me rassure que chaque mois ou bien même chaque année, même maintenant, je planifie pour 2026 quel genre de programme que je vais faire. C'est pour m'aider à relever ce défi. Comment je dois parler, comment je dois me présenter pour que les gens aient confiance en moi ou bien à ce que je veux dire. Parce que ça aussi, c'est un défi. Il y a des fois, permettez-moi de le dire, on dit que des femmes, on est émotionnel. On pleure beaucoup, tu vois. Ou bien, on va avoir des enfants, puis on va avoir un congé, et puis l'employeur va voir que toi, tu ne vas pas contribuer beaucoup au travail. Mais je dirais que certaines organisations oublient ou les organisations pensent beaucoup plus à leur intérêt, mais ne considèrent pas qu'est-ce que la femme est capable de contribuer. Parce que si j'ai contribué pendant 9 mois, est-ce que 3 mois va être un défi pour l'organisation de progresser? Est-ce qu'au moins peuvent-il y avoir des opportunités de travailler à la maison? C'est une opportunité que j'ai à la KCB. Quand tu retournes au travail, tu as des heures supplémentaires pendant 6 mois. Donc, je peux soit venir au travail à 10 heures ou bien quitter le travail à 15 heures pour aller voir ou bien allaiter mon bébé. Alors, c'est ça que des fois, certaines organisations doivent penser à développer. Mais aussi ces défis-là, en tant que femmes, nous avons besoin de montrer à nos sœurs, aux jeunes filles, comment relever ces défis. Parce que si on ne montre pas comment les relever, les défis seront toujours là. Les défis dans ce domaine, il y en a vraiment beaucoup. Mais moi, ma philosophie, c'est que je fais quoi des pierres qu'on me lance. C'est ça ma philosophie qui m'aide à surmonter ces défis. Parce que, quoi que tu fasses, il y aura ces personnes qui vont te décourager, qui ont des préjugés, qui croient qu'ils sont plus performants ou bien plus intelligentes que toi. Je crois que c'est
on ne devrait pas vraiment se focaliser sur ce que les personnes aux alentours nous disent de nous. Parce que ça, on ne peut pas contrôler. Ça, on n'y peut rien. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Comme les autres panélistes ont dit, nous les femmes, nous avons notre... bon, pas toutes, mais la plupart, nous avons notre façon d'aborder ces choses, surtout liées à notre image. On dirait qu'on a toujours besoin de cette validation venant des autres. Nous avons toujours besoin de je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, moi, je me dis que la meilleure façon de surmonter ces défis, c'est te dire que d'abord, tu es à la hauteur. Si tu es là où tu es, si tu as cette idée qui a déjà germé dans ta tête, c'est qu'au fond, tu sais que tu es capable. Donc, il ne faudrait pas vraiment te préoccuper de ces jugements, mais fais de ton mieux, sois en compétition avec toi-même. Donc, sois excellent dans ce que tu veux et dans ce que tu fais. Donc, on est amené à bien analyser, à savoir ce que tu fais et surtout, je suis capable de quoi? Je vous donne un exemple. Ici, on parle des défis liés à ce domaine technologique. Tout le monde a parlé de ça. Je crois que c'est pas facile, mais c'est pas insurmontable. Ça dépend de la façon dont tu abordes les choses. Mais aussi, il y a cette partie de leadership que nous devons véhiculer, donc que l'image que nous devons renvoyer face à ces défis. Moi, j'ai eu des défis du genre, là où je suis pour le moment, par exemple. Quand je suis arrivée, c'était l'année passée en décembre, mon prédécesseur, c'est quelqu'un vraiment qui a bâti son nom dans le domaine. Donc, quelqu'un de chevronné, comme on aime le dire. Et moi, je suis arrivée, donc, toute petite, comme vous me voyez. Donc, j'étais pas... C'était pas le nom dont... On ne s'attendait pas à me voir à la place. Ça a fait quelque chose au travail, parce que tout le monde était curieux de savoir c'est qui cette Mireille, c'est qui, elle vient d'où, elle a fait quoi. Et moi, franchement, si j'étais portée à prouver quelque chose, je n'allais pas m'en sortir. Donc, ce que je me suis dit, j'ai dit, Mireille, toi, tu vas là-bas. Tu es une femme, c'est dans le domaine de technologie, parce que c'est direction technique. Il y a des hommes qui sont là et qui sont là depuis. N'essaie pas de les dominer. Non. Va en faire des collaborateurs. Ça m'a beaucoup aidé à me faire une place. Ça m'a beaucoup aidé à surmonter beaucoup de défis, parce qu'à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un dossier, j'envoie le dossier, je donne des orientations. Souvent, il y avait quelqu'un qui venait derrière, qui me disait « Non, madame, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici, c'est pas comme ça qu'on travaille ici. » Donc, des choses comme ça. Donc, si j'étais vraiment orientée dans l'histoire de leur prouver que je suis capable, que je suis là, je n'allais pas écouter. Mais au fond, à chaque personne qui te critique, à chaque personne qui te juge par rapport à ce que tu fais, bien sûr, prends ça comme un défi à relever. N'en fais pas une affaire personnelle. Parce que souvent, je crois que c'est ce problème qui souvent nous empêche de percer dans le milieu. Ça n'a rien de personnel. Quand tu te lèves, tu vas au boulot, dis-toi, je suis au boulot, donc on me critique, je dois m'améliorer. Si tu vois que ce qu'on dit, c'est pas fondé, c'est que tu es bien, donc tu n'en as rien à faire de ce qu'ils vont te dire. Si on veut vraiment
surmonter. Si vous voulez vraiment aller loin, d'abord, travaillez votre mental. N'essayez pas d'être en concurrence avec qui que ce soit, mais sois en concurrence avec toi-même. Parce que, comme Madame Lydie l'a dit, c'est ton travail qui va parler de toi. C'est ce que tu fais, ce que tu accomplis, qui va affirmer ta position, si tu es à la hauteur ou pas. C'est pas que parce que si j'essaie de convaincre, sans les résultats, sans rien, souvent ce piège qui nous empêche de nous affirmer, qui nous empêche d'avancer. Donc, ne soyons pas dans l'émotionnel, comme Madame l'a dit. Essayons de travailler vraiment notre caractère. Aussi, avoir dans ta tête que le monde, ce sont déjà les hommes qui ont commencé. Donc, quelqu'un qui te précède sur le terrain, il a déjà de l'avance sur toi. Ça, quand même, il faut le savoir. Mais sache que ce n'est pas insurmontable. Toi, tu as des idées fraîches. Tu as des idées qui peuvent révolutionner. Tu as des idées qui peuvent donc, faire bouger les choses. Donc, ne tombons pas dans le tu n'as pas à bouger. Non. Non, tu as une idée. Donne-toi les moyens de le faire. Pas nécessairement des moyens financiers, mais dans ta tête. Sois sûr, travaille sur ton idée et je suis sûre que ce que les autres vont dire, il y a des résultats qui vont faire qu'ils n'ont pas grand-chose à juger. Pour moi, ça commence d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation par rapport à ce qui se fait, à ce qui se passe dans ce domaine. Aussi, la sensibilisation, je pense que ça devrait commencer dès le bas âge. Il faudrait que nos petites sœurs, il faudrait que nos enfants, il faudrait qu'elles grandissent tout en sachant qu'elles sont capables, tout en sachant que c'est pas réservé à qui que ce soit ce domaine. Ça, c'est un. Donc, et après, la sensibilisation, donc si on veut que ça rentre dans les habitudes, dans les caractères de nos enfants, donc on commence par sensibiliser les parents. Il faudrait que nos parents aussi comprennent, nous inculquent ces valeurs, que nous sommes des filles et nous sommes capables. Ça, c'est un. De deux, je salue vraiment cette initiative qui sensibilise les jeunes filles. C'est l'année passée, c'était avec l'événement. C'est là que j'ai appris cette initiative. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment, ça a fait quelque chose en moi de savoir qu'il y a des personnes qui ont déjà des idées pareilles. On en a vraiment besoin. Parce que je suis sûre que si on évolue ici, il y a cette mentalité qui est déjà là, il y a ces opportunités, on a tout ce qu'il faut pour réussir dans le milieu. Ça, c'était la sensibilisation. Aussi, il faudrait faire des efforts pour garantir l'accès à la formation. Donc, quand je dis garantir, on ne va pas demander qu'on nous fasse, nous les femmes, des faveurs en la matière. Non. Mais qu'on nous donne des chances égales. Parce que si on nous fait des faveurs, moi ça ne veut pas dire que je suis contre, mais à la fin, on va te juger. Et si tu croises sur terrain avec quelqu'un qui a pris le parcours normal et toi, tu as eu des faveurs pour y arriver, il aura toujours cette idée que toi, c'est parce qu'on t'a fait des faveurs que tu es là. Donc, pour moi, il faudrait avoir des chances égales. Donc, droit à cette formation, droit à cette information qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine technologique. Parce que, franchement, ici au Burundi, c'est pas vraiment dans
c'est pas déjà rentré dans nos habitudes parce que vous voyez, nous les Burundais, on aime notre confort. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour que les gens basculent. Vraiment, il faut toute une éducation derrière. Il faut toute une sensibilisation derrière. Et ayons cette mentalité qui évolue, parce que le monde des technologies, ça évolue. Parce que si aujourd'hui, on te sensibilise, disons, juste un petit exemple, si on te sensibilise, par exemple, sur, disons, dans la téléphonie, c'est ça qui on te sensibilise d'utiliser la 3e génération. Si ça prend du temps, l'autant que tu commences à l'utiliser, il y aura déjà la 4e et la 5e génération. Je crois qu'on devrait savoir s'accommoder. On devrait avoir cette mentalité d'évolution. On devrait donc bouger de notre confort, suivre ce qui se passe aux alentours. Aussi, il ne faudrait pas toujours compter sur l'aide des autres pour te faire une place. Parce que souvent, on reste là où on est, on se dit, il y a quelqu'un qui va faire cette initiative, il y a quelqu'un qui va m'appeler, il y a quelqu'un qui va... Je sais, quelqu'un, comme si tu attends que quelqu'un te prenne le bras pour que tu puisses bouger. Non, il faudrait qu'on se batte par nous-mêmes. Il faudrait, nous les filles, qu'on va sur ce terrain, déjà avec ses préjugés et montrer que c'est... Il se passe des choses. Ça, c'était pour la formation. Aussi, je crois que pour les femmes leaders, dans ce domaine, il commence à y en avoir beaucoup, et c'est vraiment une bonne chose. Il faudrait qu'elles se focalisent sur comment aider leurs sœurs, comment aider ces filles qui ont des idées, qui n'ont pas ces moyens de les transmettre ou bien de les mettre en valeur. D'où ce programme de coaching ou bien de mentorat, ça pourrait aider à faire bouger. Parce que je sais que, par exemple, à l'intérieur du pays, il y a des talents, beaucoup de talents, mais on n'arrive pas à les exploiter parce qu'il n'y a pas cet espace où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent démontrer leur capacité. Je vais revenir sur mon parcours. Que ce soit quand j'étais encore jeune, ou bien même à la maison, j'ai toujours eu une chance d'être guidée par mes parents et par mes frères. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, je suis une seule fille parmi 4 garçons. Je suis la 4e. Alors, j'étais protégée, mais gâtée, mais pas gâtée au sens de chaque chose, donc je dois avoir tout ce que je veux. Non. Mais j'ai reçu cette éducation de toujours faire quelque chose moi-même, de ne pas toujours attendre que mes parents ou bien mes frères doivent faire quelque chose pour moi. Alors, même si je ne comprenais pas quelque chose en mathématiques ou bien en physique, je me rappelle chaque fois j'allais demander à mon frère, l'aîné, et chaque fois, il me disait, ne viens pas me demander comment résoudre ça, mais viens avec où tu as commencé à travailler et je veux voir où tu as échoué. Alors, je parle de ça pour montrer aux jeunes qu'il ne faut pas toujours attendre à être donné quelque chose qui est déjà conçu. Tu dois d'abord essayer et demander un conseil. Alors, grandir dans cette, je dirais, avec cette habitude de ne pas toujours attendre qu'on me donne quelque chose, mais de me guider, m'a aidé dans mon parcours, même au travail. Si je ne comprends pas quelque chose au travail, même aujourd'hui, je ne vais pas directement demander à mon supérieur ou bien même à mon collègue, tu peux me montrer comment faire ça? Non. Je commence et puis je vais dire, j'ai essayé, j'ai commencé ceci, et puis on me guide.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par mentorat? Là où je suis aujourd'hui, en tant que responsable de ces programmes, j'ai un mentor, je dirais un mentor, donc quelqu'un qui me guide et aussi un coach. Alors, ça, c'est pour faire quoi? C'est pour m'aider à revenir sur mon chemin quand je vois qu'il y a trop de difficultés. Ou bien même comment continuer à développer ou bien à se focaliser sur ma vision ou bien mon objectif. Ce que je voulais alors dire, l'importance du mentorat ou bien même du coaching est très, très nécessaire. Les jeunes ne vont pas avancer si ils n'ont pas quelqu'un donc à se référer. Par exemple, les jeunes dames ici, donc les dames, mes co-sœurs, c'est déjà donc le rôle modèle pour ces jeunes. Alors, augmenter ces sessions de coaching, de mentorat, pour moi, c'est quelque chose de très important qui va aider à avoir beaucoup de jeunes filles, de femmes s'orienter dans ce domaine de la technologie. Voilà, et maintenant nous en sommes à Madame Erika. Madame Erika, quelles sont selon vous les priorités pour un écosystème tech inclusif et durable au Burundi? Quelles sont les priorités pour avoir cet écosystème? Merci pour cette question. Et cette question fait aussi partie des défis majeurs que nous rencontrons. Donc, les priorités pour que vraiment ce soit un tech inclusif, vraiment, la première chose, heureusement, comme on dit en Kirundi, il y a nos acteurs de l'ARCT, du gouvernement. Il faut vraiment nous assurer qu'il y a une connectivité à 100% sur tout le territoire du Burundi. C'est vrai que, oui, il y en a, mais je peux vous assurer, c'est un défi majeur pour nous qui voulons évoluer dans ce domaine parce que, vous savez, c'est pas tout à fait correct ce que nous recevons comme data, malgré les moyens qu'on a mis. Ça, c'est un défi majeur. Je crois que, bon, il y a des politiques du gouvernement sur ça et j'espère que ça va s'améliorer. Oui. Donc, en parallèle avec la connectivité, il y a aussi l'énergie. Quand on n'a pas l'électricité et tout, et là, nous, au fait, nos yeux sont tournés sur Bujumbura ou alors Gitega, la capitale. Mais là, il faut comprendre que 80% de la population burundaise, c'est dans le milieu rural. Et là, le milieu rural, si elle était, si cette connectivité était effective et qu'ils sont sensibilisés, éduqués, ça va s'améliorer parce que vous savez, nous vivons de la population rurale. 80% de ce que nous mangeons, ça vient du milieu rural. Et si on essaie de coupler le domaine numérique avec l'agriculture, ça serait vraiment génial parce que c'est partout d'ailleurs dans les pays développés où il y a des techniques avancées dans le domaine de l'agriculture, la multiplication des semences, toutes ces chaînes de valeur. Si c'est numérisé, ça va développer notre pays. Donc ça, je dirais d'abord la priorité, c'est la connectivité. Et deuxièmement, il y a un défi majeur que je n'avais pas mentionné, c'est la disponibilité des outils. Vous savez, quand tu es dans ce domaine, tu dois avoir au moins un ordinateur ou alors un smartphone. Et nous sommes dans un pays en voie de développement et la majorité ne peuvent pas s'offrir ça. Alors, si on ne peut pas s'offrir ça, on ne pourra pas vraiment accéder à ce développement si on est en train de faire des choses archaïques. On n'a pas un ordinateur, on n'a pas les étudiants qui sont à l'école. Tout ce qu'ils apprennent à l'école, ça ne va pas vraiment rester dans leur tête parce qu'ils n'ont pas où pratiquer ça. Ça peut être relevé, par exemple, en mettant des politiques ou alors des programmes de prêt. On a madame qui représente le secteur bancaire. Il faudra peut-être mettre en place un programme, peut-être qui peut offrir des prêts, des outils aux étudiants. Et après, quand ils vont commencer le travail, ils vont devoir rembourser. C'est possible parce que
si tu es excellent dans ce domaine, tu vas avoir un travail. Et aussi, si nos acteurs du gouvernement peuvent mettre des politiques en place pour peut-être diminuer les taxes. Et comme ça, quand on va aller au marché, ce serait vraiment abordable pour tout le monde. Et troisièmement, je pourrais dire, c'est le développement des compétences. Ça doit être un point qui doit être mis en avant parce que, écoute, la majorité de la population, elle est très jeune. Si on a des jeunes qui sont formés, nécessairement, le pays va gagner. Quand je parle de développement des compétences, c'est parce que le jeune va venir devoir, il va se battre lui-même pour avoir les compétences. Non, il faut qu'il y ait un cursus académique qui est à jour. Ce qu'on est en train de... Bon, je ne sais pas aujourd'hui, ça fait un moment que je ne suis pas à l'école, mais je me dis que la plupart des matières qu'on nous enseignait à l'école, c'était vraiment archaïque. Vous voyez, le domaine, ça évolue très vite. Bientôt, j'ai vu que peut-être on a mis en place une faculté à l'ITN sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a des domaines, il y a des points qui sont en train de fleurir, l'intelligence artificielle, le cloud, la cybersécurité. Il faut que les jeunes soient formés sur ces domaines parce que c'est l'avenir. C'est vraiment très dommage d'aller à l'université, de passer 4 ans, 5 ans et que tu sors, tu n'es pas à jour. Si tu n'as pas assez de détermination, tu ne vas pas avoir accès à ces compétences. C'est vraiment dommage. Il faut que les cursus soient actualisés. Et finalement, bon, il y a beaucoup de points, mais je vais me limiter sur ça. C'est l'inclusion de la femme dans tous les projets informatiques. Quand je parle de tout projet, tout ce qui est numérique, il faut qu'il y ait la place d'une femme. Parce que si elle ne contribue pas dans ce projet, vous êtes en train de passer à côté. Parce qu'il faut se dire que maintenant, les femmes sont à plus de 50%, 55% ou et tout. Imaginez alors un produit qui est conçu sans la personne qui représente plus de la majorité. Ça ne va pas vraiment... ça va pas, ce produit, c'est vrai, il a été conçu par des personnes qui ne savent pas exactement les besoins de cette majorité de la population. Alors, il faut s'assurer que dans chaque projet, dans les recrutements, ce ne sont pas des faveurs, mais qu'ils aient des chances égales pour pouvoir inclure cette femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont capables dans ce domaine maintenant. Il faut vraiment leur offrir cet espace pour qu'elles puissent aussi contribuer dans ce domaine. La question est de savoir, M. Salvatore, comment impliquer les hommes comme des alliés dans cette transformation que nous voulons. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Et aussi, juste signaler que le directeur général de l'économie numérique actuellement, c'est une femme, donc il s'appelle Oderi Ndiho. Merci. Donc, cette semaine était en mission ici. Je pense qu'il pourrait aussi nous rejoindre ici s'il était donc disponible au pays. Peut-être aussi, il va collaborer avec la directrice technique pour donc relever les défis du secteur TIC, donc afin de permettre aussi l'inclusion féminine. Donc, pour répondre aussi à cette question, comment donc Justement, je posais la question de savoir comment les hommes peuvent être des alliés dans cette transformation numérique. Parce que nous avons entendu que il y a toujours des défis chez les femmes, il y a toujours des défis chez les femmes. Mais c'est pourquoi, d'ailleurs, nous n'avons pas pu vous donner la parole à ce moment-là, parce que vraiment, les hommes ne connaissent pas beaucoup de défis. Mais alors, pour le moment, on attendait avec cette question, que devons-nous faire pour impliquer les hommes comme qu'ils soient des alliés dans cette transformation numérique? Ok, merci beaucoup. Donc, je pourrais commencer par dire qu'il y a aussi des opportunités pour les femmes. Parce que même si aujourd'hui on voit Women in Tech, je pense que ce n'est pas donc été
donc apporté par exemple une femme. Peut-être que ça a été un homme qui a vu que les femmes donc se laissent de côté, ne s'intègrent pas, donc n'ont pas cette confiance en soi, donc pour peut-être affronter le domaine de la technologie, donc des mathématiques et aussi l'ingénierie. Et par exemple, pour les hommes, je pense que pour permettre l'inclusion féminine dans le domaine de la technologie, il pourrait donc commencer à changer la mentalité. Donc, Madame la directrice technique l'a dit, il y a donc la sensibilisation, la formation. On doit donc être sensibilisé pour savoir que les femmes aussi sont capables. Et donc au Burundi, on a aussi au niveau VMRS. Si les femmes n'arrivent pas donc à affronter peut-être les sections objets de filière et purement mathématiques, purement ingénierie, peut-être c'est peut-être qu'ils n'ont pas été encouragés. Donc, ce qui pourrait donc les encourager, donc ce sont peut-être nos parents. Si par exemple, même au niveau familial, on n'a pas été encouragé, donc on n'a pas été dit qu'on est capable, donc je pense que c'est aussi difficile. Mais, quelles que soient donc les contraintes, que ce soit familiales et aussi des milieux sociaux, il faut qu'on ait donc des principes et valeurs. Donc, lorsqu'on a des principes et valeurs morales positifs, on a toujours, on peut toujours donc surmonter plusieurs défis. Ça donc, si on a des principes et des valeurs positives, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, on arrive toujours à la destination. Et au niveau aussi religieux, donc ce sont aussi des barrières qui peuvent donc être une barrière donc aux femmes d'arriver donc dans certaines opportunités qui ont été créées donc pour tout le monde. Donc il faut, si les terres barrières existent, donc il faut avoir cette conscience en soi pour les surmonter. Parce que après avoir les surmonté, donc il y a beaucoup d'opportunités. Donc vous avez beaucoup peut-être de pièges, donc vous avez beaucoup de barrières, mais après avoir surmonté ces barrières, il y a beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi donc vous verrez par exemple beaucoup d'initiatives qui ont été mise en place, Women Tech, donc au niveau TIC, il y a donc des journées dédiées au TIC dans le secteur de TIC, mais on n'y verra jamais donc des journées dédiées donc aux jeunes hommes dans le secteur TIC, comme cette semaine donc il y avait représentant de l'association les hommes en détresse qui disaient que quelquefois il y a beaucoup de journées dédiées aux femmes, mais on ne verra jamais donc des journées dédiées aux hommes. Mais tous ceux qui ont été donc mis en place, ce sont donc des hommes qui les ont mis en place pour donc valoriser les femmes. Donc à l'université, donc lorsque j'étais dans le bac, on était purement donc on était à 100% donc des garçons. Donc dans la classe de 30 personnes, donc aucune femme n'y était. Au master, on était aussi 24. Là où donc au moins donc il y avait trois femmes là-bas. Mais sinon, qu'est-ce qui les a empêchés d'y arriver? Donc c'est peut-être
dès le bas âge, donc ils n'ont pas été préparés, donc et les femmes n'ont pas été préparées dès le bas âge. On y trouve beaucoup donc des écoles, petits séminaires pour les garçons, donc communes pépinières. Donc on doit aussi avoir beaucoup donc des écoles, que ce soit primaires, et donc qui encadrent les jeunes femmes aussi dans le secteur TIC. Au Burundi, on a peut-être donc une école de référence. Donc c'est une lycée technique pour filles de Muzinda. Donc c'est purement technique. Et donc les écolières qui sortent sont vraiment dotés de capacités d'être internationalement intégrés dans n'importe quelle association, dans n'importe quel organisation. Donc si on y avait beaucoup de ces écoles de filières techniques, donc de la primaire, du secondaire, comme pour le cas des garçons, donc on a beaucoup d'écoles petits séminaires, peut-être que même dans le plus grand niveau, on aura donc des femmes qui se trouvent. Parce que même ces trois, donc au niveau master, on avait 3 personnes, donc 3 femmes. Donc, ils se distinguaient. Mais je vous ai dit aussi dans mon parcours académique qu'avant d'être orienté, qu'avant donc de rejoindre le département de technologie de l'information et le département de l'information et de la communication, j'étais dans la faculté des sciences de l'ingénieur. Donc, on était 150 personnes, plutôt 105 personnes. Donc, regroupé dans 3 départements. On avait peut-être 6 filles, mais ce qui venait devant les autres, donc une fille était donc classée première. Ce qui m'a aussi convaincu que donc les femmes sont capables, donc les femmes donc peuvent faire ce que aussi les hommes peuvent faire. Donc simplement il faut y avoir donc ces pépinières qui les préparent les bas âges. Vraiment, comme il vient de le dire, il y a des opportunités. Il y a des opportunités et il y a des hommes qui se soucient de ces questions. Il a dit ici humanité. N'allons pas trop loin. Même ici même, cette pépinière, ça a été implémenté par un homme. Puisque Maïgranez, applaudissons pour ce monsieur. C'est un monsieur très important, vraiment dans le domaine de la tech. Je pense bien qu'il a été le pionnier juste pour aider les jeunes. C'est là où en est venu notre frère Janice. Voilà. Nous sommes alors chez Lydie. Madame Lydie, si vous pouviez adresser un message à la prochaine génération de femmes en tech, que diriez-vous? Si je devais leur adresser un message, je leur dirais qu'il ne faut pas attendre que nous soyons poussés, donc, parce que moi aussi je suis une femme, mais il faut que nous prenions notre place parce que dans la technologie, la tech n'est pas une élite. Nous méritons notre place et nous pouvons prendre cette place. Mais pour cela, j'aimerais rebondir sur ce que mon confrère était en train de dire à propos du nombre d'élèves dans une classe. Au lycée du Saint-Esprit, c'était inclusif parce que on était à 40, 20 filles et 20 garçons, ça allait. Mais à l'université, on était à 100 et on était juste à 12 filles à l'université. C'est pour cela que j'aimerais que, premièrement, on démystifie la tech, parce que la technologie, ça fait partie de notre quotidien. Donc, tout le monde utilise déjà la technologie. Donc, il faut que aussi les filles s'y intéressent. Donc, merci à GitHub qui contribue à la démystification de la technologie. Deuxièmement, il faut aussi valoriser et mettre en avant les femmes qui ont réussi dans la tech pour que ces jeunes filles puissent avoir, un role model. Yes. Ce qui va contribuer aussi à augmenter le nombre de filles dans la tech. Mais aussi, il faut aussi sensibiliser auprès des entreprises pour,
offrir des stages, des formations avec des opportunités concrètes. Parce qu'il y a des fois où une fille, il voit, c'est juste pour être une caissière. Mais non, il faut aussi l'intéresser à être dans les domaines majoritairement masculins, tout en créant un espace pour ces dames, pour ces filles, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir, comprendre la technologie, échouer dans la technologie et recommencer. Et tout cela, nous le pouvons. Donc, il faut que ces filles s'y intéressent. Sinon, si on ne s'y intéresse pas, personne ne le fera pour nous. Applaudissons pour Madame Emma. Elle vient de préciser deux choses très importantes. D'abord, la démystification du domaine de la tech. C'est pas vraiment bête noire pour les filles et pour les femmes. Comme disait l'émission radio-télévisée, c'est pas sorcier, n'est-ce pas? C'est pas sorcier. Vous pouvez parvenir, n'est-ce pas? Et une seconde chose, la notion qu'elle a dit, c'est la valorisation des modèles, c'est-à-dire les femmes qui ont pu émerger dans le domaine de la tech pour que ce soit moderne, n'est-ce pas? Et vous en avez à gogo ici. Voilà, et en dernière position, c'est Madame Dr Lydia. La question est de savoir comment les femmes peuvent-elles ou bien peuvent influencer la politique d'innovation et la formation technologique ici au Burundi. Vous venez juste, oui, il est vrai, dans votre cursus, dans votre parcours, vous n'étiez pas vraiment de la tech, mais aujourd'hui vous êtes dans la tech et vous êtes au Burundi. Comment alors les femmes peuvent-elles vraiment influencer la politique et la formation technologique ici au Burundi? Pour répondre à cette question, ça va aller un peu sur plusieurs niveaux. L'influence peut se faire, il y a le niveau supérieur, le niveau intermédiaire et puis le plus bas niveau. Pour pouvoir influencer des politiques, il faut avoir une position d'influence. Donc, je vais aller au plus haut niveau. Les femmes qui occupent des postes à responsabilité, les autorités dans le gouvernement, doivent, pour ma part, pour mon avis, être ce que je vais appeler tech sensitive, innovation sensitive. En occupant ces positions où ils peuvent être des décideurs pour implémenter des solutions innovatives en termes de tech et aussi dans le plaidoyer. Ce n'est qu'à ce niveau-là qu'elles peuvent inclure des nouvelles politiques ou les nouvelles stratégies orientées innovation. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait déjà un intérêt par rapport aux innovations qui se font ailleurs. Ne pas avoir peur de copier le bon exemple. Si dans la sous-région ou bien ailleurs, il y a des solutions qui ont déjà été développées, qui ont eu des impacts, qui ont porté leurs fruits, et que ces personnes ont ces postes à responsabilité au niveau des différents gouvernements, ils peuvent ramener les solutions au pays pour pouvoir être implémentées dans les stratégies, ou bien des outils qui sont développés localement ici au Burundi peuvent être implémentés si ces outils ont démontré leur efficacité. Maintenant, je vais aller au niveau intermédiaire. Au niveau intermédiaire, c'est beaucoup les éducateurs, les chercheurs. On a tendance à penser que pour être qualifié de chercheur, il faut être à l'université ou il faut avoir eu un background de chercheur. Non, si je suis intéressée par un domaine, je prends moi mon exemple. Moi, je ne suis pas allée à l'école pour faire la tech. Je suis tombée dedans, j'ai été curieuse, après j'ai fait une auto-formation. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur Internet, c'est à nous de faire le choix. Je vais prendre un autre petit exemple. Il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de participer à un hackathon à Abidjan qui parlait de la blockchain. La blockchain axée dans des domaines concrets de la vie. Les cas d'études, c'était en agriculture, la filière de la noix de cajou. Je répète encore, moi je suis médecin, mais je suis allée dans un hackathon de l'agriculture et de la tech. Donc il faut, au niveau intermédiaire, les chercheurs, la jeunesse, les éducateurs, avoir en nous ce désir de se frotter aux innovations, de s'imprégner de ce qui marche ailleurs et peut-être
soit fignorer la solution dans le pays ou l'adapter aux réalités locales, mais déjà nourrir en soi cette curiosité. Et je vais aller sur le plus petit niveau, qui n'est pas des moindres, c'est nous, la jeunesse. Nous, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de potentiel. Moi, je vois beaucoup de potentiel au Burundi. Qu'on ne vous trompe pas, il y a beaucoup de jeunes au Burundi qui entrent dans la tête comparé à d'autres pays que moi j'ai eu à avoir des échos ou à lire. Mais peut-être c'est un problème africain, on ne sait pas se vendre. Je peux avoir développé, vous à votre niveau, il y a la demoiselle très jeune, encore à l'école secondaire, qui a utilisé Scratch, mais je ne suis pas sûre qu'elle le dit, qu'elle le crie comme ça devrait. On est beaucoup dans la réserve. Moi, j'aime comparer toujours les Africains avec les Européens. Un Européen, il peut ne pas avoir grand-chose dans son CV, mais le bruit qu'il va faire. Mais nous, les Africains, on a des CV qui sont longs comme le bras, mais on ne sait pas se vendre. On ne sait pas crier ce qu'on peut faire et ça reste en nous. Tout le bagage que GitHub vous donne ou les autres formations ou les autodidacties, on ne sait pas mettre ça sur papier, on ne sait pas le vendre, on garde ça en nous. Moi, je dis toujours à mes collègues, si on doit regarder LinkedIn, c'est que l'Afrique n'a plus de problème. LinkedIn, il y a les experts de tout. Là-bas, l'Afrique n'a plus de problème. Et quand on regarde, c'est beaucoup des Européens qui mettent tout et n'importe quoi dans les CV. Mais nous, on n'arrive pas à faire de même. Et aussi, de l'autre côté, pour que la femme arrive à se faire une plus grande place dans l'innovation, il faut que les politiques et les stratégies, que ce soit au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau de chaque petite institution, soient sensibles aux gens. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sensibilité aux gens. Pour revenir un peu sur ce que Mme Karine a dit, aujourd'hui, un employeur ne conçoit un peu difficilement d'employer une femme qui a tout le potentiel qu'il faut, mais parce qu'il se dit que dans une année, elle devra avoir des congés de 90 jours, elle ne sera pas productive. Alors, il se donne la peine de donner la chance à un homme qui est peut-être un peu moins qualifié. Donc, c'est d'encourager la mise en place des stratégies qui sont sensibles aux gens, mais aussi que nous, la jeunesse, on arrive à se vendre davantage sur nos potentiels et capacités.